Présidente, Madame la Ministre, Mesdames les Présidentes, c'est très solennellement que je tiens à exprimer la fierté, et j'ai dit chers collègues, excusez-moi, j'ai oublié, c'est très solennellement que je tiens à exprimer la fierté du groupe GDR de présenter son texte de résolution devant la représentation nationale. Par cette initiative, nous assumons pleinement nos responsabilités vis-à-vis de nos concitoyens, car nous estimons que les représentants de la nation se doivent de l'informer et de l'alerter sur les risques et menaces qui pèsent sur son avenir. C'est pourquoi, face au silence assourdissant de Paris et Bruxelles autour du grand marché transatlantique en cours de négociation, nous avons décidé, en conscience, d'engager un débat et un combat contre le danger que ces négociations représentent pour nos concitoyens. Malgré les enjeux qu'emportent ces négociations pour notre avenir, d'aucuns s'interrogent sur l'opportunité d'un tel débat à 3 jours des élections européennes. On perçoit ici le réflexe oligarchique de nos élites qui continuent à préférer de décider entre soi plutôt que de soumettre leurs décisions à la volonté nationale. Selon nous, la question ne se pose pas et le débat s'imposait de lui-même. Nous opposons ainsi l'impératif démocratique à la logique oligarchique. Nous opposons également le volontarisme politique à la politique du fait accompli. Condamnés à adopter une posture passive et spectatrice, les peuples français et européens ont l'opportunité historique, à travers ces élections, de dire non au grand marché transatlantique. Alors, n'en déplaise à certains, nous allons débattre, ici, des négociations de traités transatlantiques et du mandat que le gouvernement français a accordé à la Commission pour négocier en son nom. Sous prétexte de trouver des réponses à la crise économique, le projet d'accord de libre-échange entre les États-Unis et l'Europe n'est dicté que par l'idéologie du libre-échange qui veut que le bonheur soit dans la libéralisation des échanges et que l'on ne sorte de la crise qu'en prenant des marchés aux autres. Il s'agit ouvertement de créer un grand marché transatlantique déréglementé conforme aux seuls intérêts des grandes entreprises. Croire que l'Union européenne pourrait tirer des gains économiques significatifs est un leurre dont les citoyens ne sont pas dupes, comme le montre la montée de l'inquiétude et de la mobilisation des peuples européens. Pour autant, dirigeants européens et américains continuent d'afficher imperturbablement leur volonté d'aller vite, voire à marche forcée. Le mandat a été donné à la Commission, qui n'a pas la légitimité de l'élection, en juin 2013, dans une absence totale de transparence et de débat. Pour la France, c'est Nicole Bricq, ministre du Commerce extérieur d'alors, qui avait reçu le feu vert du Conseil des ministres pour donner ce mandat. Les peuples n'ont pas eu la parole. Il a fallu compter sur la presse ou Internet pour que les citoyens aient accès au contenu du mandat. Alors que le mandat venait d'être signé, les révélations d'espionnage à grande échelle des services de renseignement américains contre les intérêts européens ont jeté une lumière crue sur les agissements des Américains qui prouvent que nous sommes en pleine guerre économique. Malgré cela, les négociations ont continué dans la même absence de transparence et la même opacité que les discussions sur le mandat. Le lancement des négociations avait pour justification des perspectives de croissance. Or, une étude récente de mars 2014, réalisée par des chercheurs autrichiens, se montre très pessimiste. Les coûts sociaux seront importants et la facture pour payer le chômage supplémentaire pourra atteindre 10 milliards d'euros. Le commerce intracommunautaire pourrait baisser de 30%. Il n'est qu'à se reporter au précédent instructif de l'accord qui lie les États-Unis au Canada et au Mexique, l'ALENA, lequel, sur l'ensemble des plans, a été négatif. La principale menace de cet accord réside dans ce qu'il est convenu d'appeler la convergence réglementaire qui, dans le jargon technocratique, est la litote, signifiant nivellement vers le bas, voire suppression de normes sociales, sanitaires, environnementales prévues par la législation européenne et qui découlent de choix politiques et de valeurs particulières. Depuis le début, les Américains ont clairement affiché
qui ne se lancerait pas dans les négociations s'il n'envisageait pas de gains sérieux dans l'agriculture notamment. Et le déroulement des négociations le confirme en tout point au cours du 4e round de négociations qui avait pour thème les mesures phytosanitaires. Ils ont rappelé que la viande américaine était la plus sûre au monde, alors que l'Union européenne avait connu la crise de la vache folle et que la responsabilité de nourrir le monde nécessite l'utilisation de technologies. Malgré les engagements réitérés de la Commission européenne de ne pas sacrifier les normes européennes, les négociations ne se déroulent pas dans un rapport de force favorable aux Européens. En donnant mandat à la Commission européenne de négocier sur les normes, leurs choix agricoles et alimentaires, leurs droits sociaux, leurs services publics, leurs règles financières et leurs choix énergétiques et climatiques, les États vont renoncer à leur capacité démocratique de construire des normes conformes à l'intérêt général. On ne sait pas jusqu'où cette convergence réglementaire pourrait aller. En effet, le mécanisme d'arbitrage pour les investissements constitue une véritable bombe contre la souveraineté des États. Il est ainsi prévu de créer un tribunal supranational dénommé panel d'arbitrage qui permettra à toute entreprise multinationale de faire appel à un tribunal arbitral privé pour poursuivre un État, dès lors qu'une réglementation pourrait potentiellement porter préjudice à ses intérêts, par exemple le relèvement de minima sociaux ou la hausse de l'impôt sur les sociétés. Ce système aura pour conséquence un transfert de la souveraineté des États vers le secteur privé, les investisseurs ayant ainsi un moyen de pression sur les États en les menaçant de procès. Les exemples de telles dérives sont nombreux dans le cadre des arbitrages assurés par le Centre international de règlement des différends sur l'investissement, le CIRDI, une institution créée en 1966 dans l'orbite de la Banque mondiale. Vous trouverez dans mon rapport plusieurs exemples concrets de décisions prises dans le seul intérêt des grandes firmes transnationales et dans le mépris de la protection des intérêts des peuples. Mais j'y reviendrai dans le débat. Un ministre allemand, Sigmar Gabriel, s'est élevé vivement contre la clause sur l'arbitrage, expliquant que sa présence éventuelle dans le TAFTA pourrait conditionner l'accord de l'Allemagne. La France peut-elle être en retrait sur ce point? C'est pour l'ensemble de ces raisons que le groupe GDR a déposé une proposition de résolution qui posait une série d'exigences. Tout d'abord, la suspension des négociations, afin que les peuples souverains puissent se prononcer sur la poursuite ou non de ces négociations, car au moment de la ratification de l'accord, une fois qu'il sera conclu, les parlements nationaux seront placés devant le fait accompli. Seconde demande. Dans le cas où les négociations se poursuivraient, plus de transparence de celles-ci par un accès direct et public à tous les documents de négociation, ainsi qu'une information détaillée et régulière des parlements nationaux et leur association à l'ensemble du processus. Il n'est pas concevable que les parlements ne puissent pas exercer leur vigilance et peser sur le contenu d'un accord sur lequel ils devront se prononcer à l'occasion des procédures de ratification. Par ailleurs, dans la mesure où ce projet est largement dicté par les intérêts des firmes internationales, il est indispensable que les négociateurs et leurs éventuels conflits d'intérêts soient identifiés. Troisième exigence, en tout état de cause, que les États-Unis mettent fin à leurs activités d'espionnage qui visent massivement les intérêts européens. Enfin, nous demandions de retirer de la négociation l'idée d'un arbitrage international qui constituerait une atteinte inacceptable à la souveraineté des États. Malheureusement, la proposition de résolution qui vous est présentée aujourd'hui est pour le moins édulcorée, dénaturée, voire même vidée de l'essentiel. Et pour cause, chers collègues socialistes, vous entretenez un discours ambigu, certes, un discours critique sur les négociations, mais sans oser en tirer toutes les conséquences politiques. Pour le reste, la substance de notre texte originel a été supprimée. La suspension des négociations en vue d'une large consultation populaire n'est plus exigée. Les auteurs d'un tel amendement font la démonstration
de la défiance de certains représentants vis-à-vis du peuple souverain, un comble. Vous craignez le regard et la décision du peuple. Vous le craignez. Et je considère que c'est une hérésie démocratique. Vous me faites penser à ce que disait Bertolt Brecht. Quand le peuple vote mal, il faudrait le dissoudre. Mais comme vous ne pouvez pas dissoudre le peuple, eh bien vous n'allez pas le consulter. Suivant cette même démarche de déconstruction, le texte de résolution s'est vu amputé de deux autres exigences impérieuses et salutaires, le retrait de toute négociation sur un arbitrage État-investisseur et la cessation de l'espionnage américain de l'Europe. Ces demandes me semblent pourtant relever du bon sens et de la défense élémentaire de notre souveraineté. En tout cas, ces négociations attestent de la dérive à la fois libérale et atlantiste d'un exécutif français élu pourtant par le peuple de gauche. C'est pourquoi, au nom des valeurs de la gauche et au nom de l'intérêt national, j'espère que nos débats nous permettront de revenir à notre texte initial qui ne souffre d'aucune ambiguïté ou de faux-semblants. Madame la Présidente, Madame la Ministre, chers collègues, j'entends ou je lis des choses assez stupéfiantes. Je vois, on prétend que la Commission négocierait toute seule, sans contrôle, ou sous le seul contrôle des lobbies, sans légitimité. Les États n'auraient pas leur mot à dire. C'en serait fini de leur souveraineté. Ce n'est pas vrai, et nous devrions tous éviter de donner prise à ce genre de fantasmes. Je veux donc ici brièvement rappeler quelques réalités. D'abord, l'ouverture des négociations, il y a un an, a été décidée à l'unanimité par les États membres de l'Union. Elle a été soutenue ici même par la résolution que nous avons adoptée sur le rapport de Seba Dagoma. La conduite de ces négociations a été confiée à la Commission européenne. Pourquoi? Mais parce que les traités européens, mais aussi le bon sens l'imposent. Une politique commerciale unifiée implique un négociateur unique. Mais l'action de la Commission est strictement encadrée. Elle est encadrée par le mandat que lui ont donné à l'unanimité les États, et la Commission rend compte aux États régulièrement de l'avancée des négociations, conformément là aussi aux traités européens. Enfin, si ces négociations débouchent sur un accord, cet accord devra être approuvé d'abord par le Conseil européen des chefs d'État et de gouvernement, ensuite par le Parlement européen et enfin par chacun des 28 parlements nationaux, c'est-à-dire par nous-mêmes. Car ce sera un accord mixte qui devra donc aussi être ratifié par notre Parlement. La France et l'Allemagne y tiennent et ce sera un accord mixte et nous, députés de la majorité, nous serons les garde-fous si l'accord final ne correspond pas à nos attentes. Voilà la réalité. Ce qui est vrai aussi, c'est que la négociation doit être plus transparente. Et là, je m'adresse naturellement à la Commission. Nous avons, Madame la Ministre, une exigence de transparence à l'égard de la Commission, qui doit vous rendre compte, et nous, à votre égard, car c'est vrai que c'est aussi une exigence que nous formulons à l'égard du gouvernement. Vous serez d'ailleurs auditionné par les deux commissions de l'Affaires étrangères et européennes sur ce sujet précisément le 17 juin. Alors j'en viens maintenant au fond. Pourquoi chercher à développer le commerce européen avec les États-Unis? C'est notre intérêt, à nous, Français, et notre intérêt d'Européens. Car les États-Unis constituent le plus grand marché national du monde, leur croissance est supérieure à la nôtre, elle offre donc des opportunités considérables à nos entreprises et la France, comme la ministre l'a rappelé, a des intérêts offensifs dans de nombreux domaines concernés par la négociation. Je les cite très rapidement, puisque la ministre a été très explicite sur ce point. Les marchés publics, ouverts à environ 80% dans l'Union européenne, mais à seulement
20% aux États-Unis, les services financiers qui sont dans la même situation, les produits laitiers, les fromages, sur lesquels les Américains appliquent encore des droits de douane très élevés. Bien sûr, dans cette négociation, nous allons non seulement vouloir obtenir davantage, mais aussi défendre nos lignes rouges sur lesquelles il n'est pas question de céder. Et sur ces lignes rouges, nous avons obtenu des garanties qui me paraissent très fortes. D'abord, dans le texte du mandat donné à la Commission, la France a exigé et obtenu l'exclusion de la négociation de l'audiovisuel, c'est l'exception culturelle, mais aussi des marchés publics de défense. Et enfin, le négociateur européen lui-même, Karel de Gucht, s'est exprimé sur nos lignes rouges en disant publiquement, la question du bœuf aux hormones ne fait et ne fera l'objet d'aucune discussion dans le cadre des négociations. Je continue à citer Karel de Gucht sur les OGM. Il faudra que ce soit la législation européenne qui prévale, rien de moins. Alors, sauf à se livrer en permanence à des procès d'intention, franchement, je trouve que nous avons là un cadre de négociation qui n'autorise pas que l'on agite constamment, n'est-ce pas, à 3 jours des élections, l'épouvantail de ce futur accord qui, de toute façon, ne sera pas conclu avant l'année prochaine. Alors, je ferai 3 observations sur l'un des points les plus controversés, c'est-à-dire un éventuel mécanisme de règlement des différends. Les États et la France ont imposé là aussi un mandat strict à la Commission. Ce mandat prévoit qu'une éventuelle clause de règlement des différends ne saurait mettre en cause le droit de l'Union et de ses États membres de légiférer ou de réglementer en vue d'objectifs d'environnement ou de santé publique. Et c'est justement là le problème que pose en effet la jurisprudence du CIRDI dans le cadre de l'ALENA. Je considère par conséquent que cette dérive est exclue dans l'accord que nous négocions. Second point, et j'en termine, Madame la Présidente, les dispositifs conventionnels sont appréciés par les entreprises. Ils peuvent donc être utiles à condition qu'on impose des clauses, et c'est le cas pour éviter les dérives que nous voulons, dont nous ne voulons pas. Alors, je dois dire que le gouvernement me paraît très ferme sur ce point, nous venons d'entendre la ministre, le gouvernement allemand aussi. Je n'imagine pas que la Commission européenne puisse aller à l'encontre des gouvernements des 2 premières puissances économiques de l'Union sur ce point. Et j'ajoute pour finir que si l'accord final, encore une fois, à mon avis, pas avant ou plutôt le début de l'année prochaine, si l'accord final ne nous satisfaisait pas, nous aurions 3 verrous pour le bloquer, le Conseil européen, le Parlement européen, notre Parlement français, pour conclure, oui à la vigilance, car les enjeux sont très importants, oui à la transparence à ce jour insuffisante, mais non à la suspension des négociations qui n'est absolument pas justifiée. Je voterai donc pour le texte de la résolution tel qu'il a été amendé par la Commission des Affaires étrangères. Merci Madame la Présidente. Avant que la discussion générale ne s'engage, je veux revenir sur un point qui est extrêmement important. Rappel au règlement sur la base de l'article 58.1 de notre règlement pour le bon déroulement de nos travaux. On considère comme acquis que le Parlement français sera saisi à la fin du processus pour ratifier l'accord. Le gouvernement, Madame la Présidente de la Commission des Affaires étrangères, nous ont dit qu'il s'agissait d'un accord mixte. Ça n'est pas assuré au moment où nous parlons. Et je me réfère, Madame la Présidente de la Commission des Affaires européennes, à ce que vous avez déclaré en commission, compte rendu, page 30, sur la ratification. Il n'y a pas de réponse catégorique. La question sera de savoir si l'accord sera ou non qualifié de mixte, et elle sera examinée en dernier ressort une fois l'accord définitif. Parce qu'il s'il ne s'agit que d'un accord commercial, la ratification n'interviendra qu'au niveau de l'Union européenne. C'est d'ailleurs la thèse de la Commission européenne, et je vous renvoie sur le site de la Commission européenne de Bruxelles qui indique qu'il n'y aura de ratification qu'au niveau du Conseil et du Parlement européen. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre. Merci au groupe GDR aujourd'hui de sauver l'honneur de cette Assemblée pour sa courageuse et lucide résolution. Car oui, il n'y a que la suspension des négociations maintenant qui peut bloquer cet engrenage fatal. Comment en effet confier les intérêts de la France et de l'Europe à des négociateurs irresponsables qui agissent en secret et qui sont au service d'intérêts? Comment confier nos intérêts
à des négociateurs qui ont un bilan accablant. Des millions de chômeurs, 26 millions de chômeurs dans l'Union européenne, une paupérisation croissante, nos agriculteurs qui n'en peuvent plus, nos ouvriers qui sont abandonnés. N'a-t-on pas le droit dans cet hémicycle de tirer des leçons? N'a-t-on pas le droit de poser des questions? N'a-t-on pas le droit tout simplement de demander à nos parlementaires de regarder avec lucidité ce qui est en train de se produire? Il ne s'agit pas bien sûr d'être hostile à des accords, notamment avec les États-Unis d'Amérique. Il s'agit simplement de ne pas partir à l'aveugle et de ne pas confier les intérêts de la France et de l'Europe à des gens qui ne les ont jamais défendus. C'est Hervé Guémard d'ailleurs qui appelait cette commission la commission américaine de Bruxelles. Comment attendre alors qu'elle puisse défendre les intérêts de l'Europe et de la France, bien évidemment, dans des négociations? Cette résolution aurait pu être une occasion magnifique pour nous tous ici, de montrer la volonté de la France, de dire ça suffit, on ne peut pas continuer ainsi. Il y a un moment des limites à donner à ceux qui négocient pour nous si mal. Alors bien évidemment, à la veille des européennes, chacun découvre tout à coup cet accord et essaye d'enrober son renoncement. C'est la journée ici du double jeu permanent. Double jeu permanent qui se traduit en regardant simplement les votes de nos chers parlementaires européens. Mais les avez-vous regardés? Madame Berès a voté pour le 23 mai 2013. Madame Guillaume, socialiste, Monsieur Harlem Désir était absent. Madame de Sarnez a voté pour et a été absente la deuxième fois. Madame Oconi, UDI, a voté pour à 2 reprises. Monsieur Cavada a voté pour. Monsieur Hortefeux, Monsieur Lamassoure, Monsieur Dole, Monsieur Danjean, Madame Rachida Dati ont voté pour. À des questions ahurissantes d'ailleurs, si vous retrouvez les questions qui ont été posées au Parlement européen. J'ai la liste des votes. On connaît leurs votes. Et d'ailleurs, ils sont main dans la main aujourd'hui, bien évidemment. Mais le gouvernement aussi est dans le double jeu le plus total. Il est dans le double jeu parce que le président de la République a tranché. Il l'a dit à Washington. Il a dit à Washington une parole incroyable. Il a dit « Ce traité est important, il faut aller vite avant que les peurs ne ressurgissent. » En un mot, circuler, il n'y a rien à voir. Et quand M. Carèche nous explique qu'on verra après, qu'un traité, ce n'est pas tout de suite, alors qu'on m'explique pourquoi le président de la République a été si ferme pour défendre les métiers du spectacle et du cinéma. Il a eu raison d'ailleurs. Mais les ouvriers, on n'en parle pas, on ne les défend pas. Les agriculteurs, ça n'a aucune importance. Mais les milieux du cinéma français, alors là, on déroule le tapis rouge. Et il a raison. Il a d'ailleurs été très ferme au point qu'il y a eu une tension entre le président Obama et la France. Les métiers du spectacle, les métiers du petit milieu parisien, ah oui, là, on les défend. Et on les défend avant, c'est curieux, pas après. Alors pourquoi ce qui est vrai pour les métiers des acteurs de cinéma n'est pas vrai pour les ouvriers et les agriculteurs dans notre pays? Je vous le demande. En vérité, vous avez déjà tranché, vous n'êtes là que pour habiller un renoncement, le renoncement supplémentaire de notre pays à défendre ses intérêts. Et que l'on ne nous explique pas que ce sera plus facile d'être courageux après qu'avant. Ce sera beaucoup plus difficile d'être courageux après qu'avant. Ce sera beaucoup plus difficile parce que le scénario est écrit d'avance. Et on nous expliquera, aujourd'hui on nous dit il est trop tôt, et demain vous nous direz il est trop tard, on ne peut pas se fâcher avec l'Allemagne, nous sommes minoritaires à Bruxelles, nous sommes minoritaires à Strasbourg, puisque vous vous êtes tous mis dans une situation de minorité face à 28 pays qui défendent un système qui nous tue à petit feu. Alors vous nous sortirez quelques compromis habiles, quelques arrière-combines derrière pour dire oui, on a défendu les intérêts de la France comme vous venez de le faire sur les travailleurs détachés, alors que rien ne change sur les travailleurs détachés dans notre pays. Et puis le peuple sera encore un peu plus malheureux et vous serez désavoués, heureusement, dans les urnes. Mais je veux juste ajouter sur un point. Il n'est pas du tout certain, comme l'a dit Mme Guigou ce matin, que ce soit un accord mixte. Donc notre Parlement n'aura pas la parole. Quant au Parlement européen, vous savez très bien qu'il ne peut pas délivrer d'amendements et que ce sera tout ou rien. Et quand on sait la faiblesse de ce Parlement et la faiblesse des votes de vos collègues socialistes, UMP et UDI dans ce Parlement et les autres, sans parler de M. Schulz et de M. Juncker, vos héros, eh bien, on voit le résultat d'avance. Alors, ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est que seule la mobilisation de nos concitoyens pourra porter peut-être, je l'espère, car cet accord est dangereux pour la France, pour nos agriculteurs, pour notre terroir. Cet accord, et c'est le grand paradoxe, est très dangereux pour l'Europe, car pourquoi on a fait l'Europe si ce n'est pour avoir une préférence communautaire? Pourquoi déshabiller cette préférence communautaire et la supprimer? C'est la négation même de l'Union européenne, c'est la négation même de l'idéal européen. Et enfin, c'est dangereux pour la démocratie, parce que vous allez sacraliser dans cet accord des normes. Ce n'est pas un simple accord de libre-échange, ce n'est pas un accord tarifaire. Un accord tarifaire, vous pouvez revenir dessus.
Mais quand vous sacralisez des normes, cela veut dire que quand vous ferez des campagnes législatives ou présidentielles et que vous demanderez des exigences sociales, environnementales, on vous dira on ne peut pas. Et vous irez devant des tribunaux arbitraux avec des condamnations considérables et on vous dira comme d'habitude on ne peut pas. À force de ne jamais pouvoir, eh bien c'est à désespérer de notre démocratie. Pour conclure mon propos, il n'y a que 3 personnalités en Europe qui ont fait bouger les choses. Le général de Gaulle qui a fait la politique de la chaise vide et qui a permis de créer la PAC. Ah, si vous le commentiez aujourd'hui, vous direz surtout pas, attendons, on verra. Et rien n'aurait été créé. Margaret Thatcher, pour un autre motif, pas très européen, il faut le reconnaître, qui était de défendre le chèque de la Grande-Bretagne. Elle l'a obtenu. Et Helmut Kohl pour faire la réunification allemande. Cela veut bien dire que l'Europe repose sur les nations et que quand la France est faible et quand la France renonce, c'est l'idéal européen qui disparaît. Enfin, je voudrais citer une phrase pour cette matinée un peu tragique dans notre pays, qui est celle de Marc Aurèle, fameux empereur, qui disait « Vous pouvez tondre le peuple, mais prenez garde à ne pas l'écorcher. Avec cet accord, vous allez écorcher notre peuple et gare à sa réaction. » Je vous remercie, Madame la Présidente. Je voulais revenir sur quelques points assez rapidement, parce qu'il n'est pas d'usage que le rapporteur intervienne normalement après la discussion générale, mais comme il s'agit d'une niche, sur une PPL, c'est d'usage, donc je trouve que c'est une bonne chose. Ça me permettra de dire qu'en politique, le fait d'avoir un double langage ne grandit pas la politique, mais la rapetisse. C'est pour vous dire que, par exemple, le 17 avril, la région Bretagne, avec les élus socialistes, a adopté un vœu de vigilance. Mais d'autres régions sont allées beaucoup plus loin, avec le vote des élus socialistes, en adoptant un vœu pour l'arrêt des négociations. Le département de la Seine-Saint-Denis, le conseil régional du Limousin, la région PACA, la région Île-de-France, de très nombreuses collectivités locales ont voté l'arrêt des négociations avec le soutien et la participation, voire l'initiative d'élus socialistes. Et aujourd'hui, vous nous faites retirer de notre texte l'arrêt des négociations. Vous savez, c'est vrai que vous êtes en période de mue et que pendant la mue, le serpent est aveugle. Je parle bien évidemment de cette mue vers les dogmes libéraux. Mais en vous écoutant, en écoutant plusieurs d'entre vous, la colère me montait. Et je pensais alors à cette belle phrase d'Albert Camus, justement dans L'homme révolté, qui disait « Auto-intoxication, la sécrétion en vase clos d'une impuissance prolongée ». Et je crois que le fait d'utiliser un double langage, c'est une chose. Mais encore pire, c'est qu'un certain de vos propos relève, il faut le dire, du mensonge. Et je prendrai pour cela 2 exemples. Le premier exemple, sur la fameuse proposition de résolution européenne qui a été discutée l'année dernière à l'initiative du groupe SRC de cette Assemblée. Cette proposition de résolution européenne a été définitivement adoptée par notre Assemblée en application de l'article 151.7 du règlement le 15 juin 2013, puisque cette proposition de résolution n'a pas été soumise à la discussion dans l'hémicycle, où nous aurions pu intervenir, même sans participer à la commission, puisque nous ne sommes pas forcément membres de cette commission, et nous aurions pu intervenir, déposer des amendements, et cette proposition de résolution n'a jamais été discutée dans l'hémicycle, et quand elle a été adoptée, c'est-à-dire le 15 juin de 2013, mécaniquement 15 jours après être passé en discussion à la Commission des affaires étrangères, le gouvernement français, par la voix de Madame Bricq, avait déjà donné son accord pour le mandat à la Commission européenne. La réalité, elle est celle-ci. Donc je crois qu'il ne faut pas la cacher en avançant des arguments qui sont, il faut le dire, des arguments mensongers. Et de la même façon, quand on dit à cette tribune que certains agitent le chiffon rouge le temps d'une campagne et qu'on ne s'est jamais soucié de cette question-là, chacun sait que c'est un mensonge. Chacun sait notamment que des députés sur des rangs différents, et je parlerai en ce qui me concerne, en particulier des députés du Front de gauche, notamment au Parlement européen. Je pourrais parler aussi de la presse progressiste comme l'Humanité qui s'est saisie de cette question. Je pourrais parler des militants, en particulier du Front de gauche, et aussi des militants écologistes qui, depuis des mois et des mois, mènent la campagne contre ces traités
traité transatlantique. N'allons pas dire qu'aujourd'hui, c'est uniquement pour des raisons électorales que nous soumettons cette discussion, mais c'est vrai que nous n'avons qu'une seule niche par an, et il s'avérait que cette année, la niche, elle tombe 3 jours avant les élections européennes. Et je crois que c'est une bonne chose parce que nous sommes au cœur des élections européennes. Et puis, il y a aussi une forme de mensonge, je crois que le mot n'est pas trop fort, Madame la Présidente de la Commission des Affaires étrangères, parce que vous aviez raison en Commission des Affaires étrangères, en disant que rien n'était acté sur le fait que le Parlement français, notamment les parlements nationaux, auraient à voter sur le traité tel qu'il serait écrit ensuite. Parce qu'en effet, la preuve en est d'ailleurs, sur le site de la Commission des Affaires européennes de notre Assemblée, site consacré aux négociations transatlantiques, je lis ce qu'il y a décrit. Lorsque les négociateurs seront parvenus à un accord, il appartiendra au Conseil européen et au Parlement européen d'examiner et d'approuver ou de rejeter l'accord final. Du côté américain, la décision appartiendra au Congrès des États-Unis, parce qu'en effet, pour qu'on puisse voter sur le texte qui nous sera soumis, il faudrait que ce soit un accord mixte. Or, un accord mixte, c'est ce que c'est. C'est un accord dans lequel il y a à la fois des dispositions commerciales et des dispositions politiques. Or, jusqu'à nouvel ordre, dans le cadre de cette négociation, il s'agit uniquement de dispositions commerciales. À conclure, s'il vous plaît, Monsieur Chassaigne. Je pourrais conclure avec une dernière chose. Une dernière chose, notamment sur l'agriculture, parce que j'y tiens à cœur. Tout ce qui a pu être dit sur l'agriculture, là aussi, tient de l'approximation et d'une méconnaissance. Parce que chacun sait que si les barrières douanières sont baissées en ce qui concerne l'agriculture, nous allons être envahis par des productions américaines qui se font avec des normes qui n'ont rien à voir avec les autres. Et que si vous pouvez avoir la naïveté de penser que les Américains vont abandonner leurs barrières non douanières, c'est une erreur extrêmement grave, ce ne sera pas le cas. Et en plus de ça, et je terminerai avec ça, c'est qu'ils ont une garantie par rapport au prix payé aux producteurs. Et ils peuvent se permettre, dans le cadre d'accords internationaux, de baisser les prix pour pouvoir envahir notre marché. Et en contrepartie, ils touchent des compensations. Et le plan agricole américain vient d'être signé pour 10 années. Est-ce que vous pensez que ces compensations qui sont données aux agriculteurs américains pour pouvoir faire du commerce extérieur vont être abandonnées dans le cadre d'un traité de négociation? Et même, et je terminerai là-dessus, même s'il peut y avoir des abandons quelquefois qui apparaissent dans le texte, eh ben, le tribunal arbitral, bien évidemment, se permettra de dire que ça ne respecte pas la libre concurrence. Je crois que dans votre positionnement, je m'adresse plus particulièrement aux députés socialistes, vous êtes en train de marquer une véritable dérive libérale et que j'ajouterais même une dérive atlantiste. Réfléchissez et surtout, mettez vos votes aujourd'hui en accord avec ce que vous votez sur nos territoires. Oui, Madame la Présidente, mes chers collègues, Madame la Ministre, je voudrais vous dire qu'il ne faut pas profiter de la faiblesse passagère d'un représentant du groupe écologiste à la Commission des Affaires étrangères, à savoir votre serviteur, pour assimiler l'ensemble des écologistes à la proposition de résolution qui a été amendée par le Parti socialiste. Car en effet, comme l'a souligné Madame Duflot il y a quelques instants, il y a longtemps que les écologistes au Parlement européen, comme sur le plan français et comme sur le plan international, se battent contre ce projet de traité transatlantique, qui vaut d'ailleurs beaucoup mieux que nos querelles franco-françaises, puisqu'il s'agit en effet, pour les États-Unis d'Amérique, de se servir de l'Union européenne comme d'une sorte de nouveau terrain de jeu pour ne pas perdre leur leadership mondial et faire front par rapport à tout ce qui se développe aujourd'hui en Asie, et je pense en particulier au rôle de la Chine. En effet, le traité transatlantique doit être considéré de la même manière que la question de l'Europe de l'énergie ou que, par exemple, la prochaine conférence climatique qui se tiendra à Paris en 2015. Et on ne peut pas accepter que les États-Unis d'Amérique et l'Union européenne, qui représentent la moitié du PIB mondial, se contentent de cette libération des échanges commerciaux, alors que ce traité devrait servir à renforcer les normes environnementales, les normes agricoles, les normes sanitaires, y compris d'ailleurs les normes fiscales dans la lutte que nous devons mener contre les paradis fiscaux et imposer, parce que nous avons les moyens de le faire entre l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique, d'imposer aux sociétés des formes d'impôts qui ne leur permettront plus de s'échapper dans les paradis fiscaux. Donc aujourd'hui, effectivement, il y a une véritable opacité et il n'y a pas d'association des parlements nationaux comme du Parlement européen. Ce Parlement européen va être renouvelé et c'est à lui de rouvrir ce chantier et de dire, une fois qu'il sera élu, si ces négociations qui aujourd'hui sont menées dans l'opacité
et dont on ne sait rien pour demain doivent être revus et corrigés. Et c'est à ce Parlement européen de remettre l'ouvrage sur le métier. De la même manière que nous ne pouvons pas accepter que dans les termes de la négociation qui ont été fixés jusqu'à maintenant, ce Parlement n'ait d'autre droit que de dire oui ou non et de ne pas poser d'amendement. Je rappellerai d'autre part que ces négociations ont commencé en mars de 2013. Elles ont commencé par la Commission qui a précédé le mandat qui lui a été donné par le Conseil des 28 pays européens. Donc c'est la Commission qui a déjà commencé les négociations avant même qu'elles soient mandatées par les 28 pays qui dirigent aujourd'hui l'Union européenne. Donc on voit bien qu'on est dans une situation qui n'est pas acceptable, aussi bien pour la France que pour l'Union européenne, qu'il y a un très fort déséquilibre, qui a été d'ailleurs souligné de droite à gauche. Et si l'on regarde bien les interventions auxquelles on a assisté depuis ce matin, au fond, tout le monde, aujourd'hui, de droite à gauche, est contre la méthode qui est utilisée pour mener ces négociations du traité transatlantique. Et donc nous devrions retrouver ici une forme d'unanimité qui nous permettrait de dire que le Parlement français et les forces françaises ne sont absolument pas d'accord avec la manière dont ces négociations sont engagées, que personne ici, en tout cas ce n'est pas le cas des écologistes, personne ici n'est contre la construction européenne. Il faut qu'elle soit plus intégrée, plus fédérale et donc plus... Merci Madame la Présidente. Chers collègues, je suis un petit peu déçue parce que pour une fois je suis privée de l'occasion exceptionnelle de voter sans réserve la résolution de Monsieur Chassaigne, puisque les amendements qui ont été votés et proposés par le Parti Socialiste et les Verts en commission ont totalement vidé de sa substance la résolution initiale. Alors, vous écartez la suspension des négociations. Ça, c'est logique. Vous êtes d'ores et déjà maintenant des ultralibéraux assumés avec l'UMP. Vous prenez le libre-échange au bénéfice des grandes firmes multinationales. Mais ça va quand même mieux en le disant, parce que ça fait quand même 35 ans que vous nous bercez de l'Europe sociale, des travailleurs, de la fin de marché qui prime sur l'économie. Donc bon, au moins c'est assumé, c'est dit, à quelques jours des européennes, les électeurs sauront quoi en faire. Ensuite, vous limitez la publicité des négociations. Je comprends aussi, moins les peuples sont informés, moins l'opposition peut se construire et plus vous pouvez mener à bien ces négociations qui, d'ores et déjà, vous le savez, que le peuple aimerait voir écartées. Vous jurez vouloir exclure l'arbitrage État-investisseur. Et pourtant, vous écartez dans la résolution initiale la mesure qui justement excluait définitivement cet arbitrage et vous vous contentez de la remplacer par une simple félicitation de la suspension provisoire des négociations sur ce sujet. Alors moi j'analyse cette précaution lexicale comme évidemment une concession politique habile, parce que de cette manière vous laissez quand même la porte entrouverte. Ensuite, vous supprimez l'exigence faite aux États-Unis de cesser l'espionnage massif sur nos concitoyens, sur nos institutions, sur nos chefs d'État européens qui ont été révélés par la NSA. Alors je comprends, il ne faut surtout pas vexer vos maîtres, qu'importe d'ailleurs que suite à cela les rapports de force soient complètement biaisés dans les négociations ou que, accessoirement, notre honneur soit légèrement écorché par votre immobilisme. Merci Madame. Je finis juste deux petites secondes et je finis. Simplement pour finir sur les lignes rouges, permettez de douter, de faire confiance à un gouvernement qui d'ores et déjà est quand même le grand champion au sein du marché commun européen, du dumping social, du dumping environnemental, du dumping sanitaire. Merci beaucoup, Madame. Ce sont les mêmes promesses, ce seront les mêmes trahisons. Oui, j'ai noté et regretté que face aux graves préoccupations que nous exprimons, Madame Guigou ait parlé, non sans une pointe de mépris d'ailleurs, de procès d'intention et même de fantasme. Il faut croire qu'elle ne suit pas bien l'actualité politique sur ce sujet puisqu'elle semble ignorer les multiples vœux, résolutions et délibérations qui ont été adoptées, qu'a rappelé d'ailleurs André Chassaigne tout à l'heure, adoptées dans tout le pays, tant par des communes que des départements comme le Tarn ou la Seine-Saint-Denis, ou des régions comme la Basse-Normandie, la Bretagne, le Limousin, l'Île-de-France. Et quelles sont les préoccupations qu'ils expriment? Je prends l'exemple de la région Île-de-France.
La délibération adoptée en janvier dernier demande en son article 1er, je cite, « l'arrêt des négociations sur le grand marché transatlantique du fait de l'absence de contrôle démocratique et de débat public sur les négociations en cours, la diffusion publique immédiate de l'ensemble des textes relatifs aux négociations du type qui représente une attaque sans précédent contre la démocratie, l'ouverture d'un débat national sur ces traités avec la participation des collectivités territoriales, des organisations syndicales, associatives et socioprofessionnelles ainsi que des citoyens. En son article 2, elle mandate son président Jean-Paul Huchon pour saisir le gouvernement et les institutions européennes concernées et décide dans ses articles 3 et 4 d'ouvrir un débat régional sur les risques de nivellement par le bas des règles sociales, économiques, sanitaires et culturelles, ainsi que d'agir aux côtés des collectivités locales franciliennes pour empêcher la mise en œuvre du traité transatlantique. Enfin, en son article 5, elle déclare la région Île-de-France zone hors type. Telle est la réalité de la vraie vie et non de fantasmes, de peur. C'est une réalité face à laquelle je vous invite, mes chers collègues, à prendre courageusement vos responsabilités plutôt que de vous réfugier derrière des arguments qui vraiment ne vous grandissent pas. Merci.